Bonjour à tous, nous sommes de retour sur ce plateau pour le Forum des Accessibles, deuxième édition. C'est l'après-midi, première conférence de l'après-midi. Et aujourd'hui, on s'intéresse au sujet de l'emploi, comment favoriser l'emploi pour tous les publics. Alors on est en amont de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est du 18 au 24 novembre. Cap Emploi 56 et France Travail ont souhaité justement organiser au sein de ce forum Les Accessibles une demi-journée dédiée à la rencontre. Alors tout de suite, pendant 1 heure, cette table ronde conférence et ensuite un vrai job dating organisé justement dans le hall juste à côté du parc des expositions. C'est jusqu'à 17h avec un stand des acteurs de l'emploi, avec justement 30 entreprises qui souhaitent potentiellement vous intégrer dans leurs futurs talents. Et autour de la table, du coup, pour aborder cette question de l'emploi, nous avons Valérie Loric. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Cap Emploi. À côté de vous, Quentin Aligan, le délégué régional Bretagne pour l'AGFIP. L'AGFIP, j'ai mon anti-sèche, l'association de gestion des fonds pour l'insertion pro des personnes handicapées. Bonjour à vous. Bonjour, et vous représentez aussi la FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Tout à fait. Et vous excusez Laurent Félix. Je suis bon. Laurent Rimbaud, à côté de vous, chargé de mission à la direction territoriale de France Travail. Bonjour. Bonjour à vous. Et puis 2 entreprises témoins que vous avez récupérées depuis vos stands, Valérie Loric. Il y a Carlos de Saigazan, DRH du coup chez EasyLo RATP Dev. Bonjour et merci de m'accueillir. Bonjour, merci à vous d'être avec nous. Et puis à côté de vous, enfin, Amélie Humeau, directrice des ressources humaines pour Albéa. Alors, gestionnaire, plus précisément. Des ressources humaines. Après, vous demandez l'augmentation. Moi, je fais les postes et vous vous débrouillez avec votre direction. Et référente handicap. Mais gestionnaire de ressources humaines chez Albéa. Merci à tous d'être avec nous. Pour poser le contexte, quelques chiffres clés. Ils datent de fin décembre 2023. 3 68 000 personnes reconnues handicapées en 2023, c'est 7,5% du total des 15-64 ans. 1 205 000 personnes handicapées en emploi en 2023, soit 4,3% de l'ensemble des personnes en emploi, et 474 413 DEBOE, des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui sont inscrits à France Travail en catégorie A, B ou C. Il y a eu plus 4,3% en un an et 12% du taux de chômage des travailleurs handicapés en 2023. Ce chiffre, du coup, il est stable par rapport à 2022. C'est peut-être là-dessus, du coup, qu'il y a justement du travail. Valérie Loric, on retient que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois supérieur au taux de chômage classique. Pour les personnes valides, 20% des structures ayant plus de 20 salariés n'atteignent pas les attentes de 6% de salariés en situation de handicap. Le premier constat, c'est qu'il y a du travail. En effet, il y a toujours du travail. C'est pour ça que nous sommes tous là, nous, partenaires du handicap et entreprises, avec l'objectif d'insérer encore plus de personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap restent plus longtemps inscrites comme demandeurs d'emploi. Pourquoi ? Parce que souvent, quand le handicap arrive en cours de vie professionnelle, ce qui nécessite une reconversion et un travail vers un nouveau projet et un accompagnement avant de se réinsérer. Donc il faut un peu plus de temps. Voilà. Alors pour expliquer justement comment fonctionne tout ça, on va détailler cadre par cadre. On va commencer par le premier cadre, l'intervention du coup de l'État, ou en tout cas le cadre de l'État. Les chiffres que je viens d'énoncer, ils peinent à évoluer. Et aujourd'hui, il y a une vraie différence entre les publics. Alors posons le cadre peut-être, Quentin Aligan, pour comprendre de quoi on parle et quelles sont en gros les politiques publiques qui encadrent justement l'emploi des personnes en situation de handicap. Les politiques publiques, elles sont d'abord nationales, puis ensuite elles sont déclinées régionalement, puis départementalement, et puis ensuite sur un territoire. Particularité du handicap, il y a le milieu ordinaire et le milieu protégé. L'enjeu depuis la loi de 2005, c'est de réussir à décloisonner, réussir à ce que le milieu ordinaire et le milieu protégé puissent fonctionner, que la personne en situation de handicap puisse s'émanciper dans le travail, soit avec beaucoup d'aide, et donc dans ces cas-là, on va être plutôt du côté milieu protégé, soit avec une aide ponctuelle ou plus longue, avec des dispositifs spécifiques permettant d'accompagner tout au long de la vie la personne pendant qu'elle est en emploi. Mais la recherche des politiques publiques, ça va être de permettre à la personne d'être dans son projet personnel et professionnel. Donc, si on descend un petit peu au niveau régional, la politique publique, elle est régionale à travers un plan régional d'insertion des travailleurs handicapés qui est porté par l'État, l'AGFIP, le FIP, et puis l'ensemble des signataires. Donc, ça fait beaucoup de monde. C'est ça qui n'est pas forcément évident pour le public. Beaucoup de strates, beaucoup de monde, beaucoup d'acronymes, beaucoup de...
qui n'est pas forcément évident pour les personnes en situation de handicap ou pour les entreprises. Et notre enjeu, surtout en Bretagne, on le fait très bien, je trouve, avec l'ensemble des acteurs, c'est de s'entendre tous ensemble sur les priorités à donner. Donc on va les chercher au niveau régional et ensuite on va les décliner au niveau départemental. Alors pour le coup, dans le Morbihan, on a mis en place un plan d'action, notamment avec la sous-préfète à l'inclusion des personnes handicapées, qui vise à prioriser des actions. On va en avoir une très bientôt pendant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Tiens, ça arrive juste au bon moment, on arrive juste avant la Semaine européenne, où on va inviter l'ensemble des entreprises à connaître l'ensemble des acteurs qui participent à la sous-traitance permettant une activité des personnes en milieu protégé au service du milieu ordinaire, qui est une solution pour les entreprises. Donc voilà, tout ça pour dire, pour pas alourdir les discussions, chaque personne a une situation de handicap qui lui est propre, avec un besoin de compensation qui lui est propre, et donc diverses solutions. Nous, notre enjeu, financeurs, politique publique, c'est d'essayer de simplifier, fluidifier les parcours avec ces complexités pour chacun d'entre eux. Alors ça, on va en parler justement de comment très concrètement ça se met en place, ces politiques publiques sur le territoire, sur le terrain. Juste avant, est-ce que vous, responsables dans vos entreprises de l'emploi et de vos salariés, du coup, vous le sentez, cette lourdeur un peu de cadre, ou est-ce que vous avez finalement pas du tout cette sensation et que ça se fait plutôt naturellement ? On commence par vous, peut-être Amélie, du côté d'Albéa. Est-ce que vous avez attendu d'avoir un cadre ? Est-ce que vous avez attendu de vous dire il faut un pourcentage de personnes en situation de handicap ? Comment ça s'est passé ? Alors non, effectivement, on n'attend pas d'avoir ce cadre. Je reconnais que les choses sont pas encore faciles. Nous, aujourd'hui, si on veut rester sur les chiffres, oui, on est au-delà de 6%, mais finalement, à mon sens, c'est qu'un chiffre, c'est surtout que les personnes qui ont une reconnaissance aujourd'hui se sentent aussi à l'aise pour se manifester à l'employeur et évoquer justement leurs besoins sur un aménagement de poste. Et c'est surtout ça l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas d'appréhension à solliciter l'employeur pour ceux qui sont déjà présents et qui ont besoin d'aide pour leur maintien dans l'emploi. Et effectivement, en tant que recruteur, être transparent vis-à-vis des candidats et pouvoir également les accompagner au mieux et pouvoir s'adapter aussi à eux. C'est aussi notre rôle. Parce que ce que vous dites du coup, c'est que parfois ce sont aussi les personnes en situation de handicap qui n'osent pas frapper à la porte d'une boîte en se disant en fait ça ne sera pas possible quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des actions qui sont intéressantes. Je pense à Duodet, une action de l'État qui permet déjà de décloisonner. On teste le métier pendant une journée. C'est ça. Et effectivement, nous, on a une situation actuellement où on a accueilli quelqu'un l'année dernière, en novembre 2023, pour Duodet. Elle a fait un stage de 15 jours et actuellement, elle est en mise à disposition et c'est une personne sortante des aides. Donc voilà, ça permet vraiment de décloisonner, à mon sens. Carlos de Sagazan, est-ce que ce cadre, même question, est-ce qu'il est complexe ? Est-ce que vous y prêtez attention ou est-ce que vous ne l'avez pas attendu non plus ? Je pense que le cadre est complexe en effet, mais je pense aussi qu'il est nécessaire. Ça permet de donner un azimut, un objectif aux entreprises qui évidemment peuvent aller au-delà. Comment on fait pour aller au-delà ? Tout va dépendre de la politique en fait, handicap dans l'entreprise. Et s'il n'y a pas de politique, ça tient souvent de la volonté des dirigeants, mais aussi des partenaires sociaux qui peuvent nous challenger, qui nous poussent souvent sur ce domaine-là. Oui, parce que quand on dit politique sur le handicap, on a l'impression que finalement c'est encore une strate, encore quelque chose, mais en fait c'est peut-être juste simplement de s'être posé un lundi matin en réunion autour de la table et de s'être dit, allez, on peut embaucher peut-être cette personne qui vient de postuler. Absolument, en fait, c'est comment rendre d'une contrainte en faire une opportunité. Et souvent, il ne faut pas oublier le lien humain et éviter, comme vous disiez, de rajouter des strates. Essayons de faire simple, allons à l'essentiel, on passe beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps avec les différents organismes, avec la médecine du travail, avec les salariés, j'insiste aussi avec des partenaires sociaux qui nous accompagnent quelquefois là-dessus, pour aller chercher des solutions pratico-pratiques. Et essayer de sortir, quand on voit le nombre de pages concernant la réglementation sur le handicap, quelquefois on peut être un peu désespéré. C'est clair. Mais j'ai tendance à dire non, il faut essayer d'aller voir au-delà des lignes, au-delà de la quantité de pages, qu'est-ce qu'on peut faire d'un côté pratique. Et on trouve très souvent des solutions avec du bon sens. On parlait tout à l'heure du chiffre de 6%, vous y êtes pas ?
Nous Vous y y travaillez. sommes. Alors, une particularité, nous, on est dans le monde du transport de personnes. Donc, le réseau EasyLo est exploité par RATP Développement. La particularité du monde du transport, c'est que le métier de conduite n'est pas soumis au 6%. Ouais. On est uniquement soumis au 6% pour les autres métiers administratifs. Administratif Mais dans on les est à bureaux. l'objectif. Ok. Je Valérie. peux juste compléter, oui, juste pour dire, c'est vrai que là qu'on a une représentation de 2 entreprises dimensionnées, on va dire des RH. Pour lesquels c'est facile de mettre en voilà. place. Et il faut savoir, sur notre département, quand même, nous avons une majorité de petites entreprises. Mais pour autant, que ce soit France Travail ou Cap Emploi, plus de la moitié des recrutements que l'on fait pour des personnes en situation dans des entreprises sont des entreprises de moins de 20. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune obligation par rapport au taux de 6%. Il veut dire que c'est possible aussi dans des petites entreprises et que notre rôle à nous, acteurs du service public de l'emploi, c'est aussi d'accompagner les petites entreprises pour lesquelles c'est souvent le chef d'entreprise qui fait le patron, qui fait le RH, qui fait tout le monde, et pour lesquels la plus-value va être qu'on les accompagne sur cette démarche aussi d'insertion. Alors justement, on vient de poser ce cadre, on vient d'avoir 2 exemples par rapport à ce cadre. Laurent, un mot, je me tourne vers vous pour savoir comment ce cadre, on l'articule et comment on le rend concret sur le territoire. Je rappelle que vous représentez France Travail. Alors, ça peut être long, hein. Je peux parler pendant des heures, mais on n'a pas va des essayer heures. de faire court. Non, effectivement, donc sur le terrain, déjà on travaille avec Cap Emploi, puisque l'idée, c'est effectivement aujourd'hui, on est sur un lieu unique d'accompagnement. C'est que tous les demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap et qui sont inscrits sont pris en charge, soit par un conseiller Cap Emploi, soit par un conseiller France Travail, mais c'est transparent pour les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un premier entretien, on fait un diagnostic et on va orienter la personne vers le conseiller qui va être le plus en capacité de l'accompagner dans la détermination de son projet professionnel, dans la validation de celui-ci, ou à travers des techniques de recherche d'emploi, à élaborer une stratégie qui va l'amener petit à petit, au fur et à mesure de son parcours, vers l'entreprise, en mobilisant tout un tas d'outils qui sont possibles, notamment un outil qui est fortement mobilisé, je crois que vous en avez parlé un petit peu, qui s'appelle la période de mise en situation en milieu professionnel, qui permet à un demandeur d'emploi, quel qu'il soit, mais bien évidemment aussi à une personne qui est en situation de handicap, de pouvoir réaliser une période d'immersion en entreprise qui va permettre de vérifier la faisabilité, la possibilité pour la personne de tenir le poste et éventuellement, s'il y a un projet de recrutement derrière, de déterminer les besoins de compensation, qu'il s'agisse d'une compensation physique, que ce soit un aménagement de poste ou que ce soit effectivement travailler sur l'organisation de l'entreprise, parce que je pense que vous l'avez un peu évoqué, incorporer une personne qui est en situation de handicap parfois va nécessiter de travailler sur l'environnement de cette personne, les collègues de travail, l'organisation du travail, le bureau, les équipes, le matériel, etc., etc. Et donc on va accompagner tout ça au travers d'un certain nombre de prestations qu'on va mobiliser l'un et l'autre en fonction de qui va être le plus à même de pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. On va les détailler tout à l'heure. Pardon. Non, mais allez-y, je vous en prie. Non, aujourd'hui, conjointement sur le département, on a des équipes entreprises qui interviennent auprès des entreprises pour proposer des candidatures directement. C'est-à-dire que nous, on va sélectionner les personnes qui sont le plus proches de l'emploi, en tout cas qui sont dans la démarche prêts à prendre un emploi, et on va les accompagner pour présenter ces profils directement auprès de certaines entreprises en fonction du projet professionnel qu'ils ont. On a aussi d'autres partenaires avec qui on travaille, et je pense notamment à l'emploi accompagné, avec qui on peut travailler pour effectivement mettre en place un coaching spécifique qui va permettre de pouvoir amener progressivement, au travers de tout un tas de procédures, de temps, d'intégration dans les entreprises, les personnes vers l'emploi. L'idée, c'est d'éviter qu'à un moment ou à un autre, il y ait une rupture. Si on a une reprise d'emploi, puis qu'après, effectivement, on a une rupture, c'est un petit peu difficile et dommage. Donc il faudrait rebondir encore sur une difficulté. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, qu'on n'a jamais d'échec, mais en tout cas, on essaye de le minimiser pour pouvoir sécuriser l'entreprise, parce que c'est aussi ça, c'est aussi notre vecteur de communication, c'est-à-dire que quand un recrutement se passe bien, vous pouvez communiquer dessus, montrer l'exemple. Et on peut rebondir sur ça et communiquer. Et généralement, c'est aussi les employeurs qui font notre première publicité, aussi bien pour Cap que pour nous, que pour d'autres personnes présentes dans la salle. Vous dites que vous accompagnez les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui vont vers l'emploi. Est-ce que vous accompagnez aussi les entreprises pour leur permettre justement de se faciliter la tâche et de se libérer un peu l'esprit sur ce dossier-là? Tout à fait. Je pense qu'avec Valérie, on peut en parler. On a des équipes qui sont spécialisées justement, des conseillers entreprises qui vont dans les entreprises. Et l'idée, c'est effectivement, encore une fois, de recueillir le besoin de l'entreprise, bien évidemment, mais aussi, surtout, de proposer des candidats de manière proactive,
qui vont du coup pouvoir aussi satisfaire les besoins des entreprises, avec parfois la mise en œuvre de mesures d'accompagnement, de compensation du handicap qui vont pouvoir permettre de la sécurisation de ce recrutement. Quentin Aligan, on vient de comprendre le rôle du coup de France Travail. Quel est le rôle dans tout ça, très concrètement, de la GFIP et du FIPHFP? On va avoir 3 rôles. Presque dans l'ordre. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le rôle institutionnel, de faire la relation avec les différentes institutions et développer une politique handicap. En direction des entreprises, la GFIP, et on va dire des employeurs dans sa globalité, pour intégrer le FIPHFP, c'est d'accompagner les entreprises à une politique d'emploi des personnes handicapées. C'est-à-dire que au-delà du recrutement, du maintien dans l'emploi qui est fait par un accompagnement de l'ensemble des acteurs, donc France Travail, Cap Emploi, les missions locales, on va parler aussi des services de santé au travail, qui sont des acteurs qui accompagnent sur le terrain. Nous, on va accompagner à GFIP et FIP sur le terrain les employeurs à la mise en place d'une politique handicap. Donc identifier tout ce qui va être sensibilisation, tout ce qui va être sous-traitance, tout ce qui va être des actions qui favorisent l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise. Donc notre interlocuteur est celui-là. Enfin, 3e élément, on va intervenir en termes de financement. Parce que quand France Travail accompagne une personne en situation de handicap à rentrer dans l'entreprise, elle peut avoir un besoin de compensation. Donc on va financer le diagnostic de son besoin. Je disais tout à l'heure, chaque personne en situation de handicap a son besoin de compensation. On ne peut jamais dire, tiens, il faut tel fauteuil pour tel type de handicap. Ça n'existe pas. Chacun a son besoin particulier. Donc on va financer le diagnostic, puis on va financer aussi la solution avec l'employeur, parce que l'employeur a toujours une responsabilité. Avec l'organisme de formation, parce qu'il a une responsabilité. L'idée, c'est toujours comment on arrive à être dans une société inclusive où chacun prend sa responsabilité. Nous, on va financer, à GFIP et FIP, les éléments de compensation, les éléments de diagnostic permettant de favoriser le parcours. Alors, on est un peu invisible parce qu'on est toujours un peu derrière, mais voilà, c'est si aussi là, en partenariat, toujours avec les acteurs de terrain. Et c'est toujours important parce que ça nous permet d'identifier le besoin qu'il peut y avoir sur les territoires. Donc, proche des entreprises, à la mise en place d'une politique handicap, le financement et puis aussi la politique publique dans sa globalité. Avant de parler comment vous déclinez ces projets sur le terrain, peut-être aussi un petit mot sur le fait que quand on pense handicap, on pense tout de suite à des accompagnements très lourds, des mises en place très complexes, des gros bureaux, des choses vraiment parfois compliquées à mettre en place dans l'entreprise. Ça peut être aussi des choses toutes simples, je pense au syndrome autistique où on va être plutôt sur des zones en retrait, des pièces plus au calme. Chaque situation va être particulière. Il faut savoir que quand même en termes d'insertion et d'intégration, sur la majorité, il n'y a aucune adaptation, aucun aménagement nécessaire. C'est-à-dire que la démarche première va être, en tenant compte bien entendu des restrictions d'aptitude de la personne en situation de handicap, de la repositionner sur un nouveau métier où sa situation de handicap est moindre, voire inexistante, et de travailler sur un projet pour mettre ses compétences en adéquation avec une offre d'emploi. Donc avant de chercher à adapter le poste de travail, on trouve peut-être juste la fonction adaptée. Complètement. Alors moi j'aime à dire simplement que on a une mission de service public, donc on vend rien, mais si on devait faire quelque chose, c'est uniquement valoriser et révéler des compétences de personnes. Après, charge à nous de mettre en adéquation les compétences de la personne avec le poste à pourvoir. Mais au départ, je veux dire, le travail des conseillers Cap Emploi, ça va être d'identifier des offres d'emploi ou dans une démarche proactive vers l'entreprise, de récupérer des besoins des entreprises et après de vérifier l'adéquation entre les compétences de la personne et le poste à pourvoir. Si l'offre, par exemple, allez, on va dire à 7 critères et qu'on s'aperçoit que le candidat qu'on veut présenter en a 6, charge à nous aussi de voir comment compenser. Peut-être qu'il va falloir prévoir un module de formation en amont de l'embauche. Peut-être qu'il va falloir prévoir, je veux dire, une adaptation technique du poste ou organisationnelle. Si quelqu'un, par exemple, a des restrictions pour ne pas faire de travail de nuit, on va voir si sur le poste, il peut être plutôt dans l'équipe de journée. Donc, ce n'est pas forcément toujours quelque chose de très, très compliqué à mettre en place. C'est pour ça aussi, en amont, notre démarche de relation avec les entreprises, c'est aussi de beaucoup sensibiliser et de montrer que c'est possible. Et la première étape de sensibilisation... Parfois, c'est juste de la pédagogie, quoi. Complètement. Et comme l'ont dit tous mes collègues et partenaires, c'est aussi d'aller rencontrer les entreprises. Et donc, nous, on utilise beaucoup la période de stage. La période de stage, ça permet à la personne en situation de handicap de découvrir le métier, de vérifier s'il y a adéquation. Ça permet à l'employeur
de vérifier aussi si la personne a les compétences attendues, et ça permet aussi de changer le regard de tout le collectif de travail. Tout le monde Parce s'acclimate, quoi. Le handicap, à plus de 80%, est invisible, donc on ne le voit pas forcément, et c'est pour ça aussi que certaines personnes ne le déclarent pas. Et c'est comment aussi accueillir, on va avoir quelques exemples je crois, hein, mais comment illustrer aussi des situations très très simples où il n'y a pas forcément d'aménagement, mais il y a un accueil un peu particulier de l'environnement de travail. Vous parlez d'exemples, c'est en vidéo. Le premier, c'est autour de la CAPEB, c'est ça? Voilà, donc là c'est un exemple d'une entreprise de la CAPEB, Sam Menuiserie. Une toute petite entreprise de 8 collaborateurs qui a accueilli John. Je ne vais pas en dire plus, je pense que on va découvrir John en vidéo, c'est parti. En 2020, on a pris conscience qu'à la SAM, il nous manquait un poste. C'est un poste de magasinier. Ça n'avait jamais existé ici. Donc on a fait appel à Cap Emploi parce qu'on s'est dit que finalement ce type de poste pouvait parfaitement être ouvert à quelqu'un en situation de handicap, c'était pas gênant, au contraire. Et Cap Emploi nous a recommandé une personne qu'on a rencontrée, c'était John, et qui a bien voulu prendre le pari de changer complètement de métier et d'arriver sur une création de poste, ce qui n'était pas évident, et de nous rejoindre. Donc finalement, dès le premier candidat, ça a matché. Et c'est comme ça que John est arrivé chez nous en mars 2021. Et qu'il a créé avec nous son poste de magasinier. Aujourd'hui, au quotidien, John a un rôle prépondérant dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est ça, sachant qu'à l'origine, je suis mécanicien automobile. J'ai fait déjà quelques reconversions, mais qui n'étaient pas adéquates par rapport à mon problème de santé. Du coup, oui, j'ai tenté ce poste-là en tant que magasinier pour pouvoir gérer un peu le stock, tout ça. Et John, travaillant beaucoup à l'extérieur, beaucoup dans l'atelier et aussi au bureau, on a décidé de faire un plan de travail assez haut, comme quelque chose de cohérent par rapport à sa façon de travailler. Et grâce à la GFIP et à Cap Emploi, on a obtenu le financement en partie d'un engin de levage qui va lui permettre de réduire la manutention manuelle. C'est toujours sympa les prises de son dans les menuiseries. Alors du coup, on voit bien, là c'était tout simple comme aménagement. C'était tout simple, hein, je veux dire un bureau en hauteur, mais c'est quelque chose qui a été relevé, que l'entreprise a fait elle-même. Bon, en plus c'est une menuiserie, donc là c'est de l'activité presque facile, classique voilà. en fait. Et par contre, l'engin de levage qui permet vraiment à John d'éviter certains types de manutention. Donc l'entreprise a payé une partie, et en compensation par rapport au handicap, il y a une demande de dossier de subvention qui a été faite auprès de la GFIP. Et donc John poursuit son activité et arrive à la réaliser complètement avec ses aides à la manutention. Alors, on a un premier exemple. Vous avez, vous, des principes généraux pour l'accueil au sein de Cap Emploi? Pardon? Vous avez des principes généraux du coup pour les offres de services, pour la façon dont vous accompagnez? Complètement. Donc nous, notre démarche première, c'est d'accompagner les personnes vers une insertion durable, ou alors le maintien dans l'emploi. La démarche d'accompagnement, ça va être vraiment d'identifier les besoins de la personne. Si la personne a des besoins spécifiques, on va s'appuyer sur ce que j'aime à dire notre boîte à outils, qui sont des prestations spécifiques mises en place par la GFIP et le FIPHFP. Dans un exemple suivant, on verra que c'est une personne sourde. Concrètement, dans l'équipe, peu de personnes maîtrisent la langue des signes. Donc là, le besoin, ça a été vraiment d'avoir une interprète pour nous aider, nous, à accompagner au mieux la personne, mais après aussi une interprète à continuer son travail pour favoriser l'intégration en entreprise et expliquer du coup au collectif de travail comment pouvoir communiquer avec cette personne. Donc ça va être vraiment, nous, cette étape-là de définir les besoins de la personne, de faire appel à des prestations spécifiques si on a besoin, d'aller tester, comme on l'a dit, en situation de stage, et une fois que le projet est vérifié, soit un projet direct ou un projet qui nécessite un parcours formation. Après, c'est positionner la personne sur des offres d'emploi, l'intégrer dans l'entreprise, sécuriser, parce que quelquefois, on découvre aussi des choses au moment de l'embauche, dans les premiers temps. Donc, sécuriser pendant la période d'essai ou au-delà pour vérifier s'il n'y a pas d'autres besoins qui se révèlent. Ouais. Et puis après, si éventuellement la situation se dégrade, ou si pour un salarié, parce qu'on en a parlé aussi dans les deux entreprises présentes, il y a des moments où un salarié dit classique peut aussi rencontrer des problématiques de santé et de handicap. Je pense que les deux entreprises pourront en parler. Et de se dire que on souhaite aussi garder ses collaborateurs, garder les compétences. Et là, on peut faire aussi appel au Cap Emploi. C'est une autre équipe qui s'occupe du maintien dans l'emploi
pour rechercher des solutions et faire que le collaborateur puisse continuer de travailler dans cette entreprise. Donc on s'adresse, peu importe la période, si ça arrive Complètement. en cours de route, si c'est Oui. dès le début de l'arrivée sur le marché de l'emploi. L'idée, c'est complètement la sécurisation du parcours et de se dire qu'à tout moment, On en peut venir amont de vous voir. l'emploi, pendant l'emploi, à l'intégration ou autre, on puisse intervenir pour sécuriser et identifier les besoins et de la personne et de l'entreprise. Parce qu'il faut parler aussi des besoins des entreprises. Les entreprises ont aussi des environnements qui changent. On peut fonctionner avec une équipe, on va dire, classique qui travaille de 8h30 à 18h. Et tout à coup, l'équipe grossit. Il y a une équipe du matin et de l'après-midi. On se dit, oui, on réorganise le planning, mais pour une personne en situation de handicap, ça peut nécessiter d'aller au-delà. Handicap qu'on n'avait pas décelé et qui finalement, avec ce nouveau changement, ça devient une problématique. Soit qu'on n'avait pas décelé ou qu'il y avait peut-être une problématique de santé de longue date, mais qui fonctionnait bien sur le travail de journée, qui va moins fonctionner sur le travail en double équipe. Et donc se dire, comment est-ce qu'on fait pour sécuriser et pour adapter et trouver des solutions. Cette arrivée de problématiques en cours de route, vous l'avez vécu du coup, Amélie? Oui, tout à fait. On en vit une actuellement. Voilà, nous, on est un site industriel, donc on va avoir de plus en plus de modernisation de nos équipements. Oui, LBA, vous préparez, enfin vous fabriquez de l'emballage de cosmétiques. Tout à fait, c'est ça. Donc on va avoir une évolution de nos équipements qui vont être de plus en plus technologiques. Et surtout, voilà, on peut rencontrer ces situations-là où avant la modernisation, c'était faisable et on pouvait justement occuper pleinement une personne. Et avec la modernisation, se rendre compte que elle rencontre des difficultés pour être positionnée sur toutes les machines, etc. Et c'est là que oui, c'est notre rôle en tant qu'employeur d'aller chercher les instances et de les solliciter pour envisager toutes les options possibles pour maintenir dans l'emploi, ne pas mettre en danger la santé de nos collaborateurs. Parce que c'est quand même le fondement du bien-être au travail. Donc voilà, on a des situations et qui peuvent effectivement se révéler au fur et à mesure d'une expérience professionnelle. Voilà, c'est notre rôle que d'adapter et de compenser, comme vous le dites si justement. Et de prendre en compte, ouais. Voilà. De votre côté, Carlos? Il y a des belles histoires humaines en fait à raconter derrière tout ça. C'est souvent un accident de la vie courante grave. J'ai en tête une personne qui avait fait en pratiquant du sport un accident grave. Elle avait vécu. Et donc déjà cette personne a dû vivre pendant un an et demi chez elle en arrêt maladie avec opération sur opération et le questionnement de est-ce que je vais retourner au travail, parce qu'il ne faut pas oublier que le travail, c'est du lien social. On voit des gens, on a des horaires, ça donne une hygiène de vie. Donc, c'est très important pour les gens. Et je me souviens, parce que je venais de prendre le poste, et là, on présente le dossier. On discutait avec la médecine du travail qui commençait à envisager une inaptitude. Ce qui est un drame, une inaptitude, c'est tu n'es plus fait pour ce travail. Et en rencontrant la personne, en discutant avec la médecine, en travaillant avec Cap Emploi, avec CARPAP, ils nous ont dit c'est possible. Et aussi une grosse volonté de cette jeune femme en disant moi je veux retourner, c'est possible, je peux le faire. Il y a eu un gros travail d'accompagnement pendant 6 à 8 mois avec la rééducation. On a fait des tests. Elle a fait des tests de conduite parce que c'est une conductrice. Des tests de conduite pendant quelques jours, puis après pendant une semaine. Après retour à la case départ parce qu'il y avait de la fatigabilité et ainsi de suite. Et progressivement, elle a repris son poste. Dans un premier temps, c'était 1-2 jours par semaine. Après, on est passé sur 3 matinées. Et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, elle est à temps complet. Donc en fait, c'est une vraie volonté que doit avoir l'entreprise de façon générale, parce que c'est un effort aussi d'organisation. C'est des contraintes, il faut adapter les horaires. Nous, on a presque 210 conducteurs avec des horaires calés. Quand vous avez quelqu'un qui est à temps partiel, comment on fait pour caler sur quel type d'horaire? Donc c'est vraiment une vraie contrainte pour l'entreprise, mais s'il y a cette volonté, on crée des très belles histoires. Et c'est donnant-donnant. Après, c'est valorisant pour tout le monde. C'est valorisant pour tout le monde. Mais comment vous faites du coup pour vous trois les accompagner, ces entreprises, quand elles viennent frapper à la porte et vous dire là on a besoin d'aide? Comment on fait? Pour une situation de maintien dans l'emploi, alors ça peut être l'entreprise qui vient, ça peut être le salarié lui-même qui nous sollicite, ça peut être le médecin du travail.
Alors concrètement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà questionner les 3 parties prenantes pour être sûr qu'il y a une volonté, comme ça a été dit. Et à partir de là, on va réunir les 3 parties prenantes et vraiment se poser autour de la table et voir ce qui est faisable. Alors en tenant compte de la santé de la personne, mais en tenant compte aussi de la réalité de l'entreprise. Parce que malheureusement, il arrive des situations, et dans des plus petites entreprises, où tout n'est pas possible. Donc là, on va accompagner à la reconversion. Mais l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble. Il peut arriver des situations aussi où la personne ne peut pas occuper la totalité de son poste. Donc ça peut être aussi de réfléchir s'il n'y a pas d'autres tâches dans l'entreprise auxquelles elle peut accéder. Et on va reconstruire comme ça et retricoter ces éléments-là. Il peut arriver aussi des situations, on en a eu quelques-unes dans le transport, où les personnes peuvent continuer à travailler, mais en diminuant leur temps de travail. Vous parlez de fatigabilité, ouais. Voilà, donc là on peut travailler aussi via le médecin conseil de l'assurance maladie. Donc la personne passe en invalidité, première catégorie, et du coup peut continuer à travailler, mais sur un mi-temps. Donc ça va être toute cette articulation-là à trouver, à réfléchir avec l'entreprise, si c'est faisable. On va toujours aller sur ce qui est réalisable et faisable. Après, à partir du moment où une entreprise a la bonne volonté, souhaite garder aussi des compétences, parce qu'on a vu aussi des entreprises où l'environnement de travail n'est pas si aisé que ça, mais avec une volonté de garder son collaborateur, ce qui a des compétences, on arrive à construire. L'idée étant qu'il ne faut pas que ça impacte le collectif. Parce qu'au quotidien, ce n'est pas le chef d'entreprise, ce n'est pas le DRH qui est au quotidien avec le salarié qui est en situation de handicap, ce sont ses collègues. Donc il faut aussi que chacun s'y retrouve. On ne peut pas demander à une équipe de travail de 6, par exemple, de compenser pour une personne en situation de handicap. Donc c'est vraiment ce travail de réglage, d'articulation pour trouver le bon compromis qui puisse satisfaire tout le monde. Et une expérience comme ça réussie, nous ce qu'on dit toujours, c'est vrai que ce sont des belles histoires. C'est important de les communiquer, en interne et en externe, pour montrer aussi à toutes les entreprises que c'est possible. Parce qu'il y a toujours encore ce questionnement, cette représentation un peu faussée, mais on est là pour dire aussi que ça peut changer. Et cette représentation un peu faussée, on doit tous la dépasser en montrant justement qu'il y a des situations auxquelles ça fonctionne. On a un autre film. Je voulais poser cette même question du coup à vous, Laurent Rimbaud. Est-ce que les entreprises viennent vous voir à un moment donné pour se dire on a une reprise d'emploi qui va être complexe, comment vous nous accompagnez? Alors, nous, les entreprises, elles nous appellent plutôt quand on a un besoin de recrutement. Ouais. Donc, effectivement, quand il y a un maintien, c'est plutôt du côté de Cap Emploi. Elles ont leur d'entrée, après, elles peuvent passer par l'un ou par l'autre. Aujourd'hui, on fait le lien assez facilement puisqu'on travaille dans les mêmes équipes et on utilise le même outil logiciel. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Après, effectivement, nous, quand une entreprise vient nous voir, c'est plutôt parce qu'elle a un besoin de recruter quelqu'un et qu'elle recherche des compétences. Donc, nous, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que soit on y va, nous, de notre côté, et on regarde, quand je dis nous, c'est France Travail, on regarde quels sont les besoins, c'est-à-dire quelles sont les compétences recherchées, et on va regarder aussi les contraintes, parce que derrière, on sait qu'on a un certain nombre de personnes qui sont en situation de handicap, et on va essayer de voir comment on peut proposer ces candidatures. Donc l'idée, c'est effectivement de faire une analyse précise du besoin de l'entreprise en termes de compétences, de conditions de travail, d'environnement, pour pouvoir ensuite regarder dans le fichier des demandeurs d'emploi quels sont ceux que nos conseillers accompagnent, qu'ils connaissent bien. Quand je dis nous, c'est Cap Emploi et nous, puisqu'on est dans les mêmes locaux, on travaille ensemble. Et donc du coup, dans le cadre de réunions qu'on a régulièrement, on travaille sur les offres d'emploi qu'on recueille et on se dit, tiens, sur cette offre-là, il y a cette personne-là, on peut peut-être la proposer dans l'entreprise. Et dans ce cas-là, on va reprendre contact avec l'entreprise, proposer le candidat en exposant évidemment les compétences que la personne a, puisque c'est vraiment ça la clé d'entrée qui est recherchée. Et ensuite, on va pouvoir dire, voilà, cette personne a peut-être des contraintes particulières, mais avec cette formation, cette adaptation, ce travail-là, on peut vous accompagner et mettre en place les actions qui vont favoriser le recrutement de cette personne. Et vous, Quentin, on vient vous voir quand les actions elles sont trouvées, qu'on a besoin de l'argent. En effet, il y a cette solution-là, en effet, c'est pas désagréable d'être aussi au choix. Il y a un autre élément aussi, j'aime beaucoup ce que disait Valérie parce que c'est très important. Quand on va sur un aménagement d'une situation de travail, par exemple, pour prendre sur le handicap psychique, il y a nécessité d'expliciter. Il n'y a pas qu'une volonté de l'employeur, il n'y a pas qu'une volonté de la personne. Il y a toujours un collectif parce que vous le disiez, le travail, c'est une valeur, c'est un élément collectif. Et c'est ça qui fait qu'on fait société.
Quand une entreprise va vers une politique handicap, c'est qu'elle a envie que son entreprise fasse société et qu'on puisse le faire ensemble. Donc c'est toujours très important de pouvoir expliciter les choses. C'est une démarche personnelle pour la personne en situation de handicap de se découvrir non pas sur son handicap, mais sur son besoin de compensation, parce que son handicap, c'est sa problématique personnelle. Donc on va se concentrer sur ses compétences et son besoin de compensation, qu'il soit explicité au collectif nous permettant de travailler ensemble. Nous, ce qu'on va faire à la GFIP, c'est qu'on va accompagner les différents référents handicap des différentes entreprises parce qu'ils ont à se parler entre eux. Ah bah tiens, moi j'ai pu accompagner telle situation, moi j'ai pu accompagner telle situation. Donc on va mettre en place le réseau des référents handicap, comme on va mettre aussi le réseau des référents handicap en formation. Nous, on va chercher à mettre en réseau les uns et les autres pour s'entraider sur des situations qu'ils ont pu connaître et mieux accompagner les personnes qui vont pouvoir venir en centre de formation, qui vont pouvoir venir en entreprise. Voilà, nous on va chercher à mettre le réseau pour mieux accompagner et mieux porter certaines solutions. On va regarder un exemple, merci. En vidéo, on débarque chez Rouault Patrimoine, c'est ça? Oui, alors c'est l'exemple de Maëlle. Donc Maëlle rencontre de grosses difficultés motrices, comme vous allez le voir, hein. Et c'est l'histoire d'une rencontre entre un employeur et Maëlle. Et avec ce questionnement de se dire comment est-ce qu'on va faciliter, on ne le voit pas dans le film, hein, mais Maëlle a besoin aussi d'un accompagnement dans sa vie quotidienne pour le début de journée jusqu'à aller sur le temps de travail. Et il a besoin aussi d'un équipement spécifique pour travailler. On est dans la gestion de patrimoine, donc on est sur quelqu'un de plutôt bien qualifié et on l'a accompagné pour que ça fonctionne. Mais ils vont nous le dire. Et on les écoute, on les retrouve. Je m'appelle Tanguy Rouault, je dirige cette entreprise de conseil en gestion de patrimoine. Je m'appelle Maël Boissino, je suis ce qu'on appelle infirme moteur cérébral, j'ai une partie du cerveau qui ne fonctionne pas. C'est pas une personne en situation de handicap que je vais recruter, c'est une personne avec qui ça a matché pendant une soirée. J'ai eu des convictions qu'il avait sa place comme n'importe quelle autre personne dans l'entreprise et qu'au contraire il pouvait en plus nous apporter son emploi m'a beaucoup rassuré et je pense aussi du côté entreprise sur la manière de procéder. Ils ont proposé de faire ça par étapes, ce qui moi m'a vraiment facilité les choses pour rentrer dans le métier. Au début c'était déjà voir le côté adaptabilité du poste de travail, tout l'ergonomie, comment est-ce qu'il peut travailler sur un ordinateur. Et on a aussi fait venir un ergothérapeute grâce à Cap Emploi. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup gagner en efficacité et en facilité d'intégration, en tout cas dans l'entreprise. Quand je travaille, je gagnerais en efficacité si j'avais par exemple un logiciel de dictée vocale, un bureau à ma hauteur et en fait un porte-document adaptable. La vie entière d'un parcours du combattant, c'est vrai que ça fait plaisir grâce à des gens comme Rouault Patrimoine et Tanguy Rouault de pouvoir justement réussir à accomplir ses rêves, de travailler comme n'importe qui. C'est un environnement de travail en tout cas qui me correspond tout à fait, je pense, pour encore de longues années. Alors vous parliez du profil de Maël. Maël, je crois qu'il a 2 masters, c'est ça? Oui, Maël a 2 masters, a une grande volonté de travailler et avec l'équipement qui est mis en place, donc il a la possibilité d'être dans le collectif de travail comme les autres salariés de cette entreprise. Et ils se sont rencontrés avec Tanguy en soirée. Voilà. C'est ça, je crois qu'on croit souvent Maël du côté du Westport. J'osais pas le dire, mais vous l'avez dit. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a déjà 2 exemples différents. Avant de retrouver le 3e exemple, on va parler justement d'un projet que vous avez abordé, c'est ce lieu unique. Depuis 2 ans, l'État vous a demandé, France Travail et Cap Emploi, du coup, de proposer une offre commune, de vous rapprocher. C'est le lieu unique d'accompagnement, un accès à un service simplifié et amélioré pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est une jolie phrase, mais ça veut dire quoi? Alors ça veut dire plein de choses. Ça veut dire effectivement déjà que les conseillers Cap Emploi viennent travailler dans les locaux de France Travail. Et l'idée, c'est effectivement de rendre ça transparent pour l'ensemble des personnes. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Un seul bâtiment. Comment? Un seul bâtiment. Un seul bâtiment, un seul lieu. Et effectivement, à partir du diagnostic initial, en fonction de la problématique que chacun va rencontrer, il va être accompagné plus ou moins intensément, plus ou moins fortement, et en fonction de besoins de compensation ou de rétablissement, donc de travailler sur la situation de handicap, comment je peux intégrer l'entreprise. Il va être accompagné soit par un conseiller de Cap Emploi, soit par un conseiller de France Travail.
Et ça, c'est transparent. C'est-à-dire qu'effectivement, le demandeur d'emploi, il n'a pas à se poser la question. Il est accompagné, par contre, par une équipe qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ça, c'est pour le volet demande d'emploi. Donc, effectivement, on va travailler sur son profil, ses compétences, ce qu'il sait faire, son projet, comment on peut élaborer un projet quand on a perdu un emploi, qu'on n'est plus en capacité de le tenir et qu'on a besoin de travailler son projet professionnel. Donc, on fait appel aux prestations que finance mon collègue à droite là, de la GFIP, qui finance plein de choses. Et donc, effectivement... On va l'appeler le chéquier à la fin de cette conférence. C'est le chéquier ambulant aujourd'hui. Donc, effectivement, on va pouvoir mettre en place des prestations, on va pouvoir travailler conjointement. C'est important parce que le handicap, c'est un domaine compliqué, complexe pour les entreprises, mais aussi pour nous. Et effectivement, avoir les conseillers de Cap Emploi, ça permet aussi, quand on est en conseiller France Travail, confronté à une situation qui n'est pas forcément évidente, de pouvoir aussi échanger sur des solutions possibles, imaginables, des difficultés. Les conseillers de Cap Emploi sont des spécialistes de l'accompagnement du handicap. Donc, on peut les solliciter en tant que de besoin pour justement être mieux intégrés, mieux outillés, mieux à même d'accompagner les personnes en situation de handicap. Ça, c'est le premier point. Puis de l'autre côté, effectivement, depuis quelques mois maintenant, on est sur le volet entreprise. On travaille aussi sur ce sujet-là et on est en capacité, parce qu'on a aussi accueilli les collègues de Cap Emploi qui viennent en agence, de mieux travailler les offres d'emploi, de mieux travailler les choses. Et le fait que tout ce petit monde travaille en équipe fait qu'à un moment ou à un autre, les échanges vont se faire sur j'ai une entreprise qui a un besoin, j'ai un demandeur d'emploi qui pourrait correspondre à ce besoin, et du coup de pouvoir mieux aller vers l'entreprise pour proposer des candidatures. Donc ça, l'idée c'est de rendre aussi plus fluide l'information auprès des entreprises, oui, auprès des demandeurs d'emploi sur les besoins des uns et des autres. Et il y a un petit sujet qui va se mettre en place à partir de mi-janvier, c'est que déjà dès maintenant, les demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap, sur leur espace personnel France Travail, ils peuvent mettre sur leur carte de visite le fait qu'ils sont en situation de handicap. Ce n'est pas visible pour les employeurs pour l'instant, ça le sera à partir du 17 janvier. Donc à partir du 17 janvier, un employeur qui est dans une démarche de rechercher, dans une démarche inclusive, de recruter des personnes en situation de handicap, va pouvoir filtrer les cartes de visite en fonction du fait qu'il recherche une personne en situation de handicap. Ça, c'est l'employeur va pouvoir du coup consulter des profils de demandeurs d'emploi directement et faire des propositions. Et ça va pas être un frein du coup pour d'autres qui se diraient non, on veut pas se lancer là-dedans et... Est-ce que le filtre peut être inverse? Alors le filtre, il peut être inversé, c'est-à-dire qu'effectivement, le demandeur d'emploi peut aussi voir les entreprises qui sont dans cette démarche inclusive. C'est-à-dire qu'on va identifier, on est en train d'identifier au niveau national des entreprises qui sont considérées comme étant handi-engagées et qui vont du coup être identifiables, et toutes les offres de ces entreprises seront identifiables et le demandeur d'emploi pourra le filtrer aussi les offres qui sont, je dirais pas à destination parce que c'est pas vrai, encore une fois l'employeur il recrute des compétences, voilà, donc il recherche pas forcément une personne en situation de handicap, mais en tout cas il pourra ces offres seront visibles et elles seront mises en valeur auprès des personnes en situation de handicap. Donc on fluidifie les choses. Et la discrimination inverse, du coup, c'est pas un risque? Alors, les entreprises qui ne seront pas handi-engagées ne pourront pas voir le fait que la personne est en situation de handicap. Ce n'est valable que pour les personnes qui seront, que pour les entreprises qui sont handi-engagées. Il n'y a que elles qui pourront voir. Voilà. Donc comme le de vôtre qui du coup prouvait que vous avez un réel, tout à fait. Un réel regard posé et déjà un peu instruit sur le sujet, quoi. Ok. Alors il y aura une labellisation nationale dans un premier temps. J'avais juste une question. Donc en fait, pour être handi-engagé, c'est une demande que doit faire l'entreprise auprès de... Non, critère en fait, le critère, ça va être le critère de... C'est vous, en fait, quand vous irez sur votre espace personnel, lorsque vous recrutez sur France Travail, vous aurez la possibilité, le choix, l'envie, la volonté d'aller faire aussi cette petite coche qui identifie que vous êtes une entreprise handi-engagée, handi-accueillante. Et parce que certains demandeurs d'emploi, on s'en rend compte, je veux dire, en situation de handicap, ont encore un peu de difficultés. Alors, on est là pour les accompagner, pour prendre le téléphone, pour faire la démarche, pour qu'ils rencontrent aussi l'entreprise. Mais là, c'est aussi pour faciliter la rencontre directe entre les demandeurs d'emploi qui ont fait cette petite coche et les entreprises qui l'auront aussi bien voulu le faire. Juste pour préciser, et je te passe la parole après, promis.
là, on est en phase de mise en œuvre. Donc là, pour l'instant, les entreprises engagées sont identifiées au niveau national à partir de conventions qui ont déjà été signées par les ministères et les entreprises. Et petit à petit, à partir du mi-janvier, quand le système va effectivement être en place, on pourra effectivement toper des entreprises, comme les 2 entreprises qui sont à ma gauche, en disant ces entreprises-là sont engagées, donc leurs offres, et toutes leurs offres, pas que certaines, toutes leurs offres seront topées comme étant engagées et visibles par les demandeurs d'emploi sur la base d'un critère de sélection sur l'espace personnel. Donc c'est l'idée, encore une fois, de fluidifier et de faire en sorte que les entreprises aient des informations sur les demandeurs d'emploi et que les demandeurs d'emploi aient des informations sur les offres qui peuvent correspondre à leur situation. Quentin, vous vouliez réagir? Oui, en France, on a fait un choix de ne pas être dans un modèle uniquement juridique. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de non-discrimination. Le choix de dire ou non je suis une personne en situation de handicap permet à l'employeur, quand la personne est reconnue, de ne pas avoir à payer la contribution. Parce que si on est plus de 20 salariés, on doit recruter une obligation légale de 6% des personnes en situation de handicap. Sinon, il reverse à la GFIP. Fait qu'ensuite, je suis le payeur de tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Une personne en situation de handicap se reconnaît. Alors certes, pour l'employeur, c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant pour son collectif de travail de comprendre son besoin de compensation. Si je dois, par rapport à mon besoin de compensation, dire très régulièrement je suis obligé de me lever pendant une réunion et ça vous fait tous bizarre, c'est pas parce que j'ai oublié d'expliquer peut-être ou je n'ai pas voulu expliquer à l'ensemble de mes collègues. Donc je vais souffrir pendant 1 heure à rester à mon siège. C'est un exemple un peu bateau, mais bon, peu importe. Mais ça fait partie du quotidien, en fait, typiquement. Mais de dire je suis en situation de handicap, mais j'ai des compétences. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour les employeurs de dire je suis handi-accueillant. Donc on va faire le lien aussi avec les entreprises que nous, on accompagne. Quand on dit moi j'ai une politique handicap, donc on va faire le lien entre France Travail, Cap Emploi, GFIP, voilà. Tout ce système d'information, il n'a pas pour objectif de discriminer, mais au contraire, de jouer l'élément positif parce que la personne elle-même est dans un élément de dire ok, moi je veux jouer le jeu qui est proposé par le système français. On pourrait être dans le système anglo-saxon qui est il y a discrimination, à ce moment-là je suis dans un système juridique qui n'est pas le même système. C'est une particularité française et même européenne parce que on est un des seuls modèles à être comme celui-ci. Et quel est votre regard, Quentin, sur cette alliance entre Cap Emploi et France Travail avec ce lieu unique? Alors, elle est très intéressante parce qu'elle est l'initiative de quelque chose qui va être plus large. C'est-à-dire qu'ensuite, il va y avoir sans doute le rapprochement avec les missions locales, le rapprochement avec les départements. Donc, au fur et à mesure, en fait, le rapprochement va se faire des uns et des autres pour mieux sécuriser le parcours de la personne. Donc, on va se retrouver avec des personnes qui vont être initialement au RSA, qui maintenant vont être inscrits directement à France Travail. Voilà. Tout ça participe de la sécurisation, ça fait boucle avec l'introduction que je faisais sur les politiques publiques, puisque on essaie de rapprocher le médico-social du champ ordinaire, l'idée étant de donner le plus de possibilités possibles à la personne, mais tout en faisant attention à son besoin individuel. Donc c'est un enjeu fort, complexe, parce que ça demande de faire bouger les acteurs, d'accompagner les professionnels, d'accompagner les personnes. Donc ça prend un peu de temps, mais au fur et à mesure, par cet exemple de réussite assez forte entre France Travail et Cap Emploi, ça permet de montrer les possibles à tous les professionnels sur les territoires. Valérie. Je voulais juste rajouter que, comme l'a bien dit Laurent, on n'est pas à additionner les compétences des collaborateurs de France Travail avec les compétences des collaborateurs de Cap Emploi. C'est la création d'une offre de services intégrée. Ça veut dire que concrètement, les équipes de Cap Emploi ont monté en compétences sur tout ce qui est des dispositifs du droit commun, maîtrisés par France Travail, et inversement, les collaborateurs de France Travail sont montés en compétences sur la partie handicap. Qui est votre domaine. Voilà, et avec chacun son niveau. Mais c'est vraiment ça, cette notion d'acquisition de compétences des uns et des autres pour répondre de façon le plus précise aux demandeurs d'emploi en situation de handicap. On garde quand même cette référence. Je veux dire, chaque demande, on a un peu plus de 5000 demandeurs d'emploi en situation de handicap sur le Morbihan. Hein. Donc c'est aussi pour faire que chacun puisse avoir un référent, soit un conseiller France Travail ou un conseiller Cap Emploi. Son référent, c'est celui qui est le plus adapté par rapport à la situation. On va dire que plus la situation est complexe au niveau du handicap, plutôt ça va être Cap Emploi. Hein.
plus la personne est à la situation de handicap, mais plus proche de l'emploi et en recherche directe, ça va être plutôt davantage France Travail. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Comment mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Et dans la démarche qu'on est en train de construire aussi, ça va être la même chose au niveau des entreprises. Donc de votre côté, la colloque se passe bien aussi. Voilà. Et je pense que l'exemple qui se passe à côté, l'exemple qui se passe à côté cet après-midi. Le job dating, c'est voilà, ça. c'est 33 entreprises qui recrutent, qui là reçoivent des demandeurs d'emploi en situation de handicap pour faire aussi de belles rencontres. On a un dernier exemple en vidéo. On va Alors, chez JG. Voilà. L'exemple que vous allez voir, le dernier exemple, c'est pour montrer l'importance du collectif de travail. Marion est une jeune femme sourde qui est venue nous voir, qui était sur un métier pour lequel elle a été inapte. On a travaillé un nouveau projet professionnel. Elle a fait un stage de découverte dans une entreprise de peinture. On l'a accompagnée pour qu'elle passe son apprentissage, donc une formation. Et elle est devenue peintre en bâtiment. Et elle a été recrutée après en CDI dans cette entreprise. Mais quand on a une personne sourde, il faut qu'on puisse avoir aussi des moyens de communication avec ses collègues. Ouais. Et c'est ce qu'on va voir. Et ben on regarde. Ça fait 6 ans que je suis peintre en bâtiment. Marion s'est présentée à chercher du travail, donc elle est venue postuler. Et puis on m'a proposé de travailler avec Marion. Le premier jour, il y a une personne qui est venue avec toi, une personne qui venait accompagner pour faire le lien entre nous dans la vie de tous les jours. La façon dont ils entendent et dont... Parce qu'on a tendance à leur parler normalement, mais c'est pas suffisant. On est habitué, mais on est vieux. Voilà pour cet exemple. Du coup, on se rend compte en fait que c'est bénéfique aussi finalement pour les salariés, pour les patrons d'entreprise qui vont se retrouver à monter aussi en compétences. Typiquement, là, on pense à la langue des signes. À un moment donné, dans l'équipe, je pense qu'ils vont maîtriser quelques... L'objectif, ça a été justement de donner au collectif de travail les moyens de communiquer avec Marion. Alors, après, Marion signe un petit peu, mais sinon, elle maîtrise aussi la lecture labiale. Donc, c'était aussi à apprendre au collectif de travail à bien regarder Marion quand on s'adressait à elle. Articuler. Donc, plein de petites techniques comme ça, qui, c'est vrai qu'au début, peuvent faire un petit peu peur, mais Marion est toujours dans l'entreprise et puis elle s'entend bien dans cette équipe de messieurs, là. Donc, tout se passe bien. En fait, c'est ça le vrai problème, c'est de débarquer dans une équipe avec que des gars, finalement. J'osais pas le dire, mais ça a été un peu compliqué au départ. Mais c'est là où c'est intéressant d'aller plus loin. C'est-à-dire que de travailler sur la compensation du handicap permet de travailler sur la question du vivre ensemble. La question homme-femme, la question travailleur d'une langue étrangère. Toutes ces questions-là, souvent dans une entreprise, mais peut-être que vous le direz mieux que moi pour la suite, ça permet de travailler la question de la gestion des prévisionnels, des emplois et des compétences. C'est souvent un travail intéressant, initiatique au début, avec l'employeur qui est peut-être plus ouvert sur la question du handicap, pour ensuite aller travailler d'autres sujets avec les partenaires sociaux dans l'entreprise qui permettent d'être dans la prévention, d'être dans une meilleure relation sur l'égalité homme-femme, etc. C'est souvent un sujet plus ouvert que d'autres, permettant ensuite d'en aborder d'autres. On va conclure là-dessus justement, Carlos et Amélie. Il y a eu du coup une vraie valeur ajoutée, vous l'avez ressenti dans votre retour d'expérience en intégrant du coup un public plus large dans vos entreprises ? En fait, oui, sûrement, mais le côté curieux, c'est qu'en fait, on recherche, c'est a posteriori qu'on se rend compte que la personne est en situation de handicap. J'ai encore en tête un autre salarié ça fait 4 ans que je travaille avec lui, et un jour, il me dit, j'étais avec son dossier, je me dis, mais attends, mais t'as une reconnaissance ? Ah oui. Et bête comme je suis, je dis, mais ça se voit pas. Il me dit, bah oui. Bah oui. Donc en fait, souvent, c'est ça, on s'en rend pas compte, et ce sont des gens qui en fait vont nous apporter un plus. Parce qu'après, on se dit, on comprend
quelquefois les situations dans lesquelles il était en difficulté. Et ça permet aussi de prendre un peu de recul et c'est très enrichissant. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aussi aux entreprises qui sont dans cette démarche, petit ou grande, il y a, en fait, pour arriver à intégrer, on peut appeler ça une politique ou une volonté, c'est un long chemin en fait. Et souvent, il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs, mais il suffit qu'il y ait un succès pour qu'après, ça change. Mais il y a beaucoup d'échecs. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette volonté de la part des responsables, mais aussi de la part des salariés, parce que c'est pas facile, on en parlait tout à l'heure, d'intégrer dans une équipe de 6 où on va faire des roulements, une personne qui ne peut pas travailler de nuit, est-ce que les collègues vont suivre? La Donc pédagogie, c'est un long travail. C'est un long travail, mais quand ça fonctionne, qu'est-ce que c'est bon. C'est vraiment très très chouette. On a des belles histoires, et là c'est que des petites entreprises, ce que vous avez remarqué, c'est pas forcément la grosse entreprise qui a des moyens. C'est pas Isilo, c'est pas voilà. Qui connaît tous les dossiers, comment monter un dossier avec la GFI pour chercher des subventions, parce que ça, quelquefois c'est un peu casse-tête. Mais petite ou grande, mais il faut cette volonté et ça prend du temps. De votre point de vue, Amélie? Je partage complètement. Effectivement, c'est une richesse à la fois pour la personne en situation de handicap qui, encore une fois, est en confiance et se sent aussi accompagnée. Et puis, une richesse aussi pour ses collègues, l'employeur qui... c'est un réel partage. Et encore une fois, chaque situation est unique. C'est grâce aux institutions et à la culture aussi que l'on crée en entreprise que les expériences se passent bien. Et surtout, je rejoins cette idée de ça se fait pas en une fois, ça c'est certain, mais plus on avance et plus les gens évoluent, les façons de voir les choses évoluent également. Et ça permet, de développer tout ça et que chacun soit beaucoup plus ouvert. Merci à tous les deux. La conférence se termine, le job dating continue, ça se passe à côté dans le hall 1 avec une trentaine d'entreprises jusqu'à 17h. Et puis le sujet continue aussi puisque du 18 au 24 novembre, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Tout à fait. Pour lesquelles vous êtes forcément mobilisés tous les trois. Voilà. Aujourd'hui, donc, on fait un amont de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. C'est l'avant-première, comme on dit. L'idée de cette semaine, c'est aussi de faire partager à tout le monde, donc les entreprises, les personnes en situation de handicap, les partenaires et toute la société, que tout est possible. Et l'idée d'aujourd'hui, c'était aussi de montrer, en tout cas moi je tiens beaucoup à remercier les deux entreprises présentes, c'est de montrer que les entreprises peuvent s'engager, peuvent faire la démarche, qu'elles soient petites ou grandes, que nous sommes des partenaires à leur côté pour les aider à faire cette démarche-là. Que la semaine prochaine, il va y avoir différents types de manifestations sur tout le Morbihan, toute la Bretagne, toute la France. N'hésitez pas à aller au stand Cap Emploi et puis à GFIP et France Travail pour avoir les informations. Je me permets. Et une belle histoire, comme Amélie l'a dit l'année dernière, et on va encore le faire cette année, c'est une rencontre sur le Duodet qui est une journée au départ, une rencontre entre une entreprise et une personne en situation de handicap. On revient un peu voir les entreprises en leur disant qu'une journée c'est un peu court, donc on va retenter l'expérience sur un stage un peu plus long, et si le stage fonctionne bien, on transforme ça en contrat de travail. Donc je pense qu'il faut vraiment se donner cette idée-là, favorisons les rencontres, allons découvrir le handicap et voyons ce qu'on peut faire ensemble. Quentin, tu veux peut-être rajouter un petit mot ? Oui, juste pour ceux qui nous suivent en direct et qui ne sont pas directement en salon, vous retrouvez tous les événements sur monparcourshandicap.gouv.fr qui vous permet de voir tout ce qui est organisé tout au long de la semaine sur l'ensemble de la Bretagne et plus particulièrement dans le Morbihan. Et spécifiquement mardi, on organise ensemble un engagement en direction des entreprises où on anime les réseaux des référents handicap, là pour essayer d'accompagner les employeurs à une politique handicap et leur dire comment on peut travailler sur la question de la sous-traitance. Merci beaucoup, merci à tous les 5, merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette conférence autour de l'inclusion dans le monde de l'emploi. À très vite.